Nouveau Mitsubishi Outlander PHEV, un des pionniers des SUV hybrides rechargeables. La toute première génération, elle est apparue en 2013 en France. Et aujourd'hui, je vous présente cette toute dernière génération. Ça en fait la quatrième, qui encore une fois est hybride rechargeable, avec plus d'autonomie, plus de confort, davantage de sécurité et surtout un design qui a été entièrement revu tant sur l'extérieur que dans l'habitacle du véhicule. Plus de 200 000 unités ont été écoulées en Europe. C'est un véritable succès pour la marque japonaise Mitsubishi. Et ils ont encore et toujours beaucoup d'ambition pour cette quatrième génération qui arrive en 2025 dans un marché ultra concurrentiel, celui des SUV hybrides rechargeables dans le segment D. C'est vrai qu'il y a une dizaine d'années, rares étaient les SUV hybrides rechargeables sur le marché en France. Et d'ailleurs, à l'époque, l'Outlander PHEV faisait partie des meilleures ventes, si ce n'est la meilleure vente sur certaines années, tant le véhicule n'avait quasi pas de concurrence à l'époque, mais les choses ont bien changé. Et en 2025, il doit faire face à énormément de concurrents sur son segment. Est-ce qu'il est encore pertinent à acheter? Est-ce qu'il va pouvoir faire la différence, comme il l'a déjà fait dans le passé, face à ses concurrents qui sont arrivés les 5 dernières années surtout, et surtout qui proposent des offres ultra pertinentes, compétitives et en termes de technologie qui sont clairement au goût du jour? Je vais répondre à toutes ces questions en fin de vidéo, donc restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. Et bien sûr, pour répondre à ces questions, je vais vous détailler toutes ces caractéristiques extérieures, son habitacle, ses technologies embarquées. Je vous donnerai mon avis sur son comportement routier et puis je conclurai la vidéo avec ses défauts et aussi ses qualités pour que vous puissiez tout connaître sur cette quatrième génération du Mitsubishi Outlander PHEV. Sur YouTube, les amis, c'est super important, mettez un pouce bleu à cette vidéo si elle vous plaît, ça nous aide énormément pour le référencement des vidéos. Merci à tous ceux d'ailleurs qui ont joué le jeu dans les dernières semaines. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne Le Vendeur Automobile et puis surtout activez la cloche de notification, c'est super important, comme ça vous êtes prévenu directement à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti! J'ai récupéré cet Outlander de quatrième génération chez Eden Auto ce matin à côté de Bordeaux. Il faut savoir que Eden Auto, ils sont présents depuis 1978, historiquement dans le sud-ouest. Après, ils se sont étendus à l'Occitanie et aussi à l'Aquitaine. Et c'est eux qui sponsorisent cette vidéo. Donc merci à eux et merci pour leur réactivité d'ailleurs pour la mise à disposition de ce nouvel Outlander de quatrième génération. Ils ont 172 concessions répartis dans toute la France et ils distribuent plus de 17 marques et ils ont plus de 6000 véhicules en vente dans tout leur réseau. Ils sont vraiment engagés vers la satisfaction client. D'ailleurs, ils sont reconnus pour ça. Ils font partie des 10 plus gros groupes de distribution automobile en France en 2025. Et ils ont une offre, si vous achetez un Mitsubishi Outlander dans leur concession Mitsubishi en France, pour 1 € de plus, seulement 1 €, ils vous offrent, ça c'est cadeau, un voyage au Japon d'une valeur de 4 500 €. Pour 1 € de plus seulement, 4 500 € de voyage offert pour aller au Japon. Je vous ai mis un lien en description de la vidéo. Donc si vous voulez profiter de cette offre et si surtout ce véhicule vous intéresse, vous avez juste à cliquer sur le lien en description de la vidéo et vous pourrez être recontacté dans les plus brefs délais par un des vendeurs d'une de leurs concessions Mitsubishi. 1 €, 4 500 € offerts. Ça commence à être intéressant. Sur l'extérieur de la voiture, je vais commencer à vous détailler la face avant. En haut du pare-brise, on a une caméra pour la reconnaissance des panneaux de signalisation, l'aide au maintien dans la voie et aussi les feux de route adaptatifs. Sur notre finition, on a le pare-brise chauffant et puis ensuite ce très large capot assez imposant avec des galbes assez musclées et 2 lignes centrales longitudinales qui lui donnent ce côté massif. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Il se termine sur une calandre pleine qui est en noir brillant avec des inserts décoratifs qui sont en chrome, tout comme d'ailleurs le logo Mitsubishi en chrome. Cette calandre s'appelle la Dynamic Shield et juste en dessous on a une entrée d'air avec le capteur des aides à la conduite et aussi la caméra parce que vous avez un système de caméra à 360 degrés. Juste à côté on a ces inserts décoratifs encore une fois qui sont chromés en forme de C avec des projecteurs qui sont situés sur 2 niveaux. Niveau supérieur, vous avez les feux de jour avec des clignotants séquentiels et pas moins de 21 LED. Et juste en dessous, vous avez les feux de croisement et les feux de route adaptatifs avec pas moins de 12 LED qui sont présents pour apporter de la précision pour ces feux de route adaptatifs. Et sur la partie inférieure du bouclier, on retrouve du gris anthracite et une très large entrée d'air centrale. Il y a des évocations assez évidentes avec bien sûr ses ancêtres, comme le Mitsubishi Pajero, qui a été
un des modèles les plus vendus chez Mitsubishi pendant de nombreuses années et qui a aussi fait les grandes heures de Mitsubishi en sport mécanique, notamment au Dakar, avec plusieurs victoires, dont celle avec Jutta Kleinschmidt. Il reprend ce qui avait marché dans le passé avec des formes assez affirmées, des lignes qui sont assez saillantes, sportives, qui évoquent la bestialité un petit peu du modèle, de la marque. Et on ne peut pas dire le contraire, il se démarque assez facilement de ses concurrents qui, pour l'immense majorité d'entre eux, sont un petit peu trop consensuels à mon goût sur l'esthétique et leur design. On aime ou on n'aime pas, mais il a le mérite de marquer une différence assez forte avec ses concurrents directs. Jantes de 18 pouces de série, là sur notre modèle, on a des jantes de 20 pouces Biton qui vont assez bien, notamment avec ce coloris Biton noir et gris clair sur notre modèle d'essai. Les arches de roue, elles sont en plastique noir. Et les jupes latérales, en revanche, elles sont en couleur carrosserie. Les montants B et C du véhicule, ils sont en noir brillant sur notre finition. C'est en plastique noir sur les autres finitions. Et vous avez aussi la partie supérieure des rétroviseurs. Elles sont en couleur carrosserie. Et la partie inférieure en plastique noir avec répétiteur de clignotant. Vous avez aussi la caméra pour ce fameux système de caméra à 360 degrés. Les rétroviseurs, ils sont électriques et rabattables électriquement avec fonction mémoire et inclinaison automatique. Logo plug-in hybride EV qui est assez large, un petit peu trop proéminent selon moi. On a la ceinture de caisse qui croise les poignées de porte qui ne sont pas affleurantes. La partie inférieure des fenêtres est en chrome, ça reprend les éléments chromés qu'on retrouve sur la face avant du véhicule. Les vitres arrière et la lunette arrière sont surteintées. Sur notre finition, on a aussi des rails de toit gris argentés et on a un empattement, tout comme sur la précédente génération, de 2,70 m. On était à presque 2,71 m sur l'ancienne génération, donc ça n'évolue pas entre la 3e et 4e génération. La trappe sur la partie droite du véhicule, ce sera pour recharger les batteries du moteur électrique. Et sur la partie gauche, ce sera pour le réservoir de carburant avec une capacité de 53 litres. 22,7 kWh de capacité pour la batterie du moteur électrique. Donc selon Mitsubishi, vous pourrez parcourir 86 km. Je vous donnerai l'autonomie que j'ai réalisée avec une conduite normale aux alentours de Bordeaux. On a deux prises qui sont disponibles, une prise de type 2 juste à gauche et une prise CHAdeMO. Avec la prise de type 2, là vous mettrez environ 6h30 pour recharger les batteries du moteur électrique. Avec le CHAdeMO, en 32 minutes, vous pourrez récupérer 80% de la batterie. Ça c'est bien pratique, notamment lorsque vous partez en vacances. Et vous avez une fonction aussi V2H pour véhicule to home qui permet au véhicule de restituer l'électricité de la batterie vers votre habitation. Béquet arrière qui est gris clair avec la partie inférieure qui est en plastique noir, mais l'encerclement de la lunette arrière est en noir brillant, avec bien sûr l'intégration du 3e feu stop dans ce béquet. En revanche, ils auraient pu aussi intégrer l'essuie-glace arrière, non pas en bas de la lunette arrière, mais sur la partie supérieure. Feu arrière à LED, bien sûr, en forme de T, qui, de par leur horizontalité, évoque la stabilité à l'arrière du véhicule. Et puis on a des catadioptres horizontaux et le bas du diffuseur qui est en titanium grès pour reprendre les couleurs de la lame de bas de bouclier sur la face avant de la voiture. On a aussi la possibilité en accessoire d'ajouter un dispositif d'attelage avec un système d'anti-louvoiement de la remorque, système de stabilisation qui est intégré de série. D'ailleurs, vous avez juste à ajouter le dispositif d'attelage si vous en avez besoin. Sur la partie arrière, là aussi, autant sur la précédente génération, ils commençaient à accuser le poids des années. Ils ont quand même réussi à conserver les formes hexagonales, notamment présentes sur le mythique Pajero, tout en apportant une touche contemporaine qui était plus que nécessaire pour cette 4e génération. Dans le coffre, bien sûr, haillons motorisé avec ouverture main libre. La fermeture est aussi motorisée, je vous rassure. On a aussi un cache-bagages, 495 litres dans cette configuration. Et si vous baissez la banquette arrière, qui est rabattable à l'aide des commandes à gauche et à droite, là vous aurez 1422 litres dans l'espace total. Et sous le plancher du coffre, on a un espace complémentaire avec également présent le kit anti-crevaison avec votre crochet de remorquage et puis les outils pour pouvoir vous dépanner en cas de souci. Et vous avez ici des anneaux de fixation à droite et à gauche si vous avez besoin d'arrimer un colis un petit peu lourd. Et bien sûr, pour fermer, ça se passera juste ici. Au niveau de ses dimensions, elles sont presque similaires à la 3e génération. Il est un tout petit peu plus long. 4,72 m sur cette 4e génération versus 4,71 m sur la précédente. Largeur, toujours 1,86 m et en hauteur, il fait 1,75 m versus 1,74 m sur l'ancienne, mais c'est sur son poids qu'il y a pas mal de différence puisque la 3e génération était à 2,1 tonnes sur la balance et là, on est maintenant à 2,2 tonnes sur cette 4e génération. Sous le capot, on a un moteur thermique essence, 4 cylindres, 2,4 litres mi-VEC qui est associé à deux moteurs électriques, un moteur électrique à l'avant et un sur l'arrière du véhicule. Puissance combinée 302 chevaux. On a aussi une transmission super all-wheel control, transmission intégrale,
qui est associé à une boîte de vitesse automatique. Les performances sont correctes, hein, puisqu'on a 170 km/h en vitesse de pointe, donc ça c'est pas fou. Par contre le 0 à 100 km/h il est abattu en 7,9 secondes seulement, ce qui est plutôt pas mal. Et niveau consommation, alors consommation annoncée par Mitsubishi, vous allez encore rigoler, mais 0,8 litres au 100 km, puisqu'ils prennent en considération le fait que vous allez utiliser quasi tout le temps le moteur électrique. Après, il faut savoir que si vous prenez en compte les 0,8 litres de consommation et les 53 litres de capacité du réservoir, vous pouvez faire sur le papier 6600 km. Bon, ça me paraît un petit peu exagéré. Ce que j'ai trouvé comme information, c'est les consommations sans batterie. Donc c'est 8 litres en moyenne quand les batteries sont vides. Et si vous faites de l'autoroute batterie vide, c'est 10 litres. C'est aussi intéressant à savoir, même si j'insiste sur le fait, moi je roule en hybride rechargeable, l'intérêt d'acheter ce genre de motorisation, c'est de pouvoir recharger à chaque fois que vous le pouvez sur votre lieu de travail, sur votre lieu personnel, votre maison ou votre appartement, si vous avez accès à une borne de recharge. Et c'est là où vous allez effectivement pouvoir avoir des consommations extrêmement faibles. Je vous prends mon exemple. Moi, j'ai un Defender hybride rechargeable PHEV, qui est un véhicule encore beaucoup plus lourd que celui-ci. Je le recharge tous les jours à mon domicile et j'arrive à des consommations comprises entre 3,5 et 4,7 litres. Mais, il y a un mais à ça, c'est que lorsque je fais de l'autoroute, forcément, je suis environ 11 à 12 litres pour 100 km. Donc je pense qu'à chaque type d'usage, type d'utilisation, on a un type de motorisation en face. Donc prenez-le bien en compte lorsque vous allez signer le chèque sur un véhicule hybride rechargeable. Il faut que cette motorisation elle corresponde à votre utilisation. Prix de base de cette version PHEV, 51 590 € en finition Invite. Et si vous prenez le modèle que je vous présente, ça c'est le InStyle, là ce sera 64 090 €. Émission de CO2 par kilomètre, 19 grammes. Donc là, vous ne paierez pas de malus écologique à l'immatriculation. Quelle chance. Et vous paierez du malus au point, je vous le rappelle, un peu plus de 4 000 €. Le véhicule est garanti 8 ans aux 160 000 km. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Des garanties 8 ans, il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Et 160 000 km, preuve que Mitsubishi a confiance dans la fiabilité de ses véhicules. Et au moment de signer le chèque, ça rassure énormément les acheteurs. Et enfin, pour finir, ils ont même des offres sur leur site internet. Vous pourrez aller voir sur Mitsubishi France en location longue durée, sur 37 mois, 30 000 km avec un premier rapport de 8 500 €. Il sort en location longue durée à 499 € par mois. Passons maintenant aux places arrière. Alors, ce qu'on remarque immédiatement lorsqu'on s'assoit, c'est le confort des sièges. Alors c'est un peu moins le cas lorsque vous êtes assis sur la place centrale, forcément, parce que l'assise est moins confortable, mais à droite et à gauche, aussi bien sur l'assise que le dossier, il y a eu un très bon travail sur l'accueil des passagers et on est hyper bien assis. Et deuxième point qui est très important, c'est que les sièges avant sont positionnés assez bas par rapport à la banquette de la deuxième rangée, ce qui fait qu'on a une très bonne visibilité sur ce qui se passe devant le véhicule. Ça aussi c'est un bon point, parce que quand vous êtes dans un habitacle assis sur les places arrière et que vous avez du mal à cause de la présence des sièges avant à bien voir la route, ça peut être embêtant, notamment pour des gens qui ont besoin de voir la route pour pas être trop malade en voiture. Et on a cette sensation de dominer la route, des places avant, mais surtout des places arrière. Et ça, c'est bien vu par Mitsubishi. Un accoudoir central, alors un petit peu étrange dans le sens où, une fois qu'on le déploie, on voit tout ce qu'il y a dans le coffre. L'inclinaison du dossier est possible avec la commande qui est juste ici. Donc il y a plusieurs positions sur lesquelles vous pouvez régler le dossier de vos sièges et en position vraiment la plus basse, mais on pourra davantage profiter de l'habitabilité à l'arrière. Les appuis-têtes sont très durs en revanche, ça c'est à noter. On a des poches aumônières au nombre de 3, climatisation orientable à l'arrière, c'est une climatisation trizone. Vous pouvez régler la température avec cette commande et puis vous pourrez activer le chauffage des sièges droit et gauche. C'est pas le cas sur la place centrale. Sur 3 niveaux d'intensité différents, il y a 2 prises USB-C qui sont présentes. Tunnel central un tout petit peu présent, ça relève le plancher à l'arrière d'environ 5 cm. De la place au niveau des coudes, la garde-toit, vous pouvez le constater. Moi je fais 1,88 m, on a beaucoup de place. On a un très très grand toit panoramique qui est ouvrant avec un rideau occultant sur toute sa longueur. Et en parlant de longueur, il fait 93 cm de long. Donc il apporte un puits de lumière considérable lorsqu'on est assis sur les places arrière. Ça aussi, ça profite grandement à cette sensation d'espace et d'habitabilité, surtout lorsque vous prendrez ce véhicule avec une sellerie blanche qui lui va assez bien. Sur les contreportes, alors on a des matériaux de très grande qualité, très bonne qualité d'assemblage aussi. On a un rideau occultant qui se déploie manuellement de cette manière. Le haut des contreportes est en simili-cuir. Et puis même les inserts décoratifs sont de très bonne facture, même les poignées de porte,
les accoudoirs. En revanche, il y a une petite chose, moi, que j'ai identifiée rapidement, c'est la présence de plastique dur sur le bas de la contreporte. C'est dommage, d'autant plus que quand vous rajoutez des plastiques moussés, c'est pas ce qui fait exploser le coût de fabrication d'un véhicule. Et à ce niveau de prix, à 64 000 € pour la finition que je vous présente, bah, ça ajoute un petit peu d'exclusivité et de prestige au modèle. Je vous sors cette critique, sachez qu'il y a des premiums allemands qui, à des prix beaucoup plus élevés, ont des bas de contreporte qui sont en plastique dur, mais certains de ses concurrents, pour le coup, arrivent à faire mieux sur ce point. Même constat à l'avant sur les contreportes, sur la qualité de finition, d'assemblage, de fabrication, mais toujours, vous allez me dire, je fixe un peu trop le bas des contreportes, mais toujours du plastique dur, c'est tellement dommage. Ils ont fait un sans faute en fait dans l'habitacle, sauf sur ce petit point. Système audio Dynamic Sound Yamaha Premium, 8 haut-parleurs de série, et vous pouvez avoir le Dynamic Sound Yamaha Ultimate, 12 haut-parleurs, dont un subwoofer sur notre finition, qui s'adapte en fonction de la vitesse à laquelle vous roulez, du réglage de la climatisation et s'il tombe de la pluie, afin de toujours bénéficier d'une qualité sonore optimale. Pédalier en aluminium sur notre finition, et les sièges avant, ils sont réglables électriquement sur 8 positions avec fonction mémoire sur notre finition. Ils sont chauffants et ventilés, et ils sont massants sur InStyle Plus. Sur le confort des sièges, bon alors là ils ont visé dans le mille, hein. Déjà à l'arrière, on est assez bien accueilli. Mais alors quand vous asseyez sur les places avant, je ne vais pas vous dire que c'est l'ultra grand luxe, mais pas loin. L'assise est bonne, elle est large, les flancs sont pas trop marqués. Pareil au niveau du dossier, on est sur un siège qui peut envelopper une personne extrêmement carrée. Seul petit bémol, on va dire, c'est l'appui-tête qui reste extrêmement dur, tout comme à l'arrière, c'est un petit peu dommage. Alors je sais que souvent ils le font pour des raisons de sécurité, mais sinon au niveau de l'assise et du dossier, là ça va être difficile de faire mieux en termes de confort, et ça c'est très bien vu par Mitsubishi. Affichage tête haute sur notre finition, on a un combiné d'instrumentation qui est entièrement numérique et personnalisable, 12,3 pouces de taille. Volant à 4 branches gainées de cuir, il est chauffant sur notre finition. Alors moi j'ai un petit peu de mal avec le design du volant. Volant à 4 branches comme ça, ils auraient dû faire un volant à 3 branches un petit peu plus typé sport, ça aurait été encore mieux. D'ailleurs c'est le seul petit défaut que j'ai à donner dans cet habitacle, enfin surtout sur la partie tableau de bord. À gauche vous aurez accès au volume du système audio, les playlists, la navigation dans l'écran d'instrumentation, et à droite la commande vocale, aussi disponible en disant Hello Mitsubishi, le téléphone et les aides à la conduite, et vous avez aussi les palettes derrière le volant. Beaucoup d'aides à la conduite de série, hein. Le système de surveillance de l'attention du conducteur, le régulateur de vitesse adaptatif, la reconnaissance des panneaux de signalisation, notamment grâce à la caméra que je vous ai montré tout à l'heure en haut du pare-brise, l'aide au maintien dans la voie également, surveillance des angles morts avec l'aide au changement de voie, le système de réduction de vitesse avant collision, le système de freinage d'urgence autonome avec fonction piéton, cycliste et intersection, et aussi l'alerte de circulation transversale arrière. Il est vraiment très richement doté sur les aides à la conduite. On a un rétroviseur intérieur numérique, sans cadre sur notre finition. Planche de bord en cuir avec surpiqûre, écran d'infodivertissement tactile de 12,3 pouces, haute résolution. Vous avez Android Auto et Apple CarPlay sans fil. Application Mitsubishi Connect. Alors ça c'est assez classique, on le retrouve chez tous ses concurrents d'ailleurs, avec le verrouillage, le déverrouillage des portes, le réglage de la température de l'habitacle. Vous pouvez localiser votre véhicule également. Les boutons physiques en dessous de l'écran pour le volume, les playlists, et la caméra 360 qui est de série. Bouton Start and Stop et Power qui est à droite du volant. Il y a 2 aérateurs avec le warning au centre. Ils sont intégrés dans une arête horizontale qui s'étire sur la largeur du véhicule. Ça donne l'impression d'avoir un écran flottant juste au-dessus d'ailleurs au passage. Des boutons physiques pour les réglages de la climatisation automatique Trizone, le volant chauffant, les sièges chauffants et ventilés également sont disponibles. Surtout, les boutons sont facilement accessibles. En dessous, on a 2 prises USB-C qui sont présentes, une prise 12 volts, un chargeur à induction sur notre finition, levier de vitesse assez ergonomique, assez petit, et je le trouve très bien intégré dans cette console centrale. On a un sélecteur de mode de conduite, le frein de parking qui est présent, donc le sélecteur de conduite qui est ici avec beaucoup de modes, notamment pour le off-road, hein, puisque c'est un SUV hybride rechargeable à transmission intégrale. Le mode EV et le mode Save aussi pour garder de la batterie pour le moteur électrique. Par exemple, si vous faites de l'autoroute, vous souhaitez garder de l'autonomie pour le moteur électrique, ben vous appuyez sur le mode Save et vous avez 2 porte-gobelets qui sont présents juste ici et un accoudoir central. I just wanna be the one to treat you right. I've been thinking about your love tonight. 2 hearts come and make our worlds collide, baby. I just wanna be the one to treat you right. 2 step in, baby, slide.
Passons maintenant à l'essai routier. Je vais commencer par vous parler de ces suspensions. Alors sur les suspensions, ce qu'on remarque, malgré le poids, 2 tonnes 2 sur la balance, c'est qu'on a un paramétrage qui doit prendre en compte cette masse, qui est relativement importante. Et malgré ça, la philosophie est plutôt axée vers la douceur et le confort des passagers du véhicule plutôt que sur le sport. Et même sur le sport, vous amusez pas trop à essayer de la prendre pour ce qu'elle n'est pas, c'est-à-dire un SUV de rallye. Parce que clairement, le réglage des suspensions est quand même axé vers la souplesse plutôt que la rigidité. Même si la construction du châssis a été rigidifiée pour apporter plus d'efficacité à la conduite, on a quand même un véhicule qui appréciera quasi exclusivement de se faire mener sur des rythmes doux plutôt que dans des rythmes effrénés en mode sport. Sur la direction, assez communicative, rayon de braquage, on va dire dans la moyenne de sa catégorie, un bon retour d'information, même si là encore une fois on est axé vers la souplesse et le confort plutôt que le sport. Sur le moteur, on a une puissance de 302 chevaux en cumulé, ça c'est quand même un gain de 40% par rapport à la précédente génération, avec des performances qui sont au rendez-vous. Là si je me mets en mode power, je vais accélérer à fond. 7 secondes 9 de 0 à 100, elle les fait sans aucun souci. Et puis surtout, ce qui est marquant, c'est l'absence de bruit dérangeant. On a certaines de ses concurrentes, je prends par exemple le RAV4, avec une boîte de vitesse épicycloïdale à variation continue, qui est quand même, il faut le dire, réputée pour sa fiabilité, qui est sans doute la boîte de vitesse avec le moins d'entretien, forcément le moins de casse possible, ça il faut aussi le préciser, mais qui génère une sonorité pas forcément très agréable pour l'ensemble des occupants de la voiture. Dans celui-ci, tant sur l'insonorisation du véhicule que sur le bruit généré par le moteur, on est dans un silence de cathédrale ou pas long, parce que vous avez pu le constater, j'ai pas besoin d'élever la voix et j'étais en train d'accélérer à fond quand j'ai fait cette petite démonstration d'accélération. C'est vous dire le travail qui a été effectué par les ingénieurs de Mitsubishi. 3 modes de fonctionnement pour le système hybride. Vous avez le mode 100% électrique, vous avez le mode hybride série où le moteur thermique va alimenter les batteries du moteur électrique et vous avez le mode hybride parallèle où le moteur thermique va fonctionner en coordination avec le moteur électrique. En revanche, vous pouvez choisir manuellement en fait les fonctionnements du moteur hybride en les forçant. Donc là, il y a 4 modes. Il y a le mode normal, le mode EV, donc vous serez en 100% électrique, le mode save, où en fait il va garder volontairement la charge de la batterie du moteur électrique pour pouvoir l'utiliser plus tard, si par exemple vous faites un long trajet sur autoroute. Et vous avez le mode charge où le moteur thermique va alimenter les batteries du moteur électrique. Donc soit vous êtes en mode hybride série, hybride parallèle et 100% électrique de manière automatique, soit sinon vous pouvez choisir les modes manuellement vous-même. Les modes de conduite, vous en avez 7, il y a Power, Eco, Normal, il y a le mode aussi Tarmac, le mode Gravel, Snow et aussi Mud. Il faut savoir que le système de transmission intégrale de cette voiture, il a été développé grâce aussi à l'expérience de Mitsubishi en rallye. Et ce véhicule, il peut faire, pas forcément du tout-terrain, mais du tout-chemin sans aucun souci. Donc quand vous partirez à la montagne, vous bénéficierez d'une transmission intégrale qui est assez performante. Avant de parler de la consommation de carburant, je vais vous parler de l'autonomie en 100% électrique. Annoncée à 86 km, dans les faits, vous ferez environ 70-75 km en 100% électrique. Moi, c'est ce que j'ai réalisé. Si la batterie est vide, en mixte, vous serez aux environs des 8 litres. Et sur autoroute, batterie vide, vous ferez aux environs des 10 litres. C'est quand même important de donner les vraies consommations. J'ai vu des essais de cette voiture, notamment au Canada. En fait, ils ne donnaient pas les vraies consommations en faisant croire aux gens que vous pourriez faire dans les 5 litres en moyenne. C'est faux, c'est 8 litres en mixte et 10 litres sur autoroute. Donc, je vous donne les vraies consommations, celles que j'ai vraiment constatées. Après, ces voitures, encore une fois, comme je vous l'indiquais, elles sont faites pour avoir une certaine utilisation. Donc, quand vous achetez une hybride rechargeable, c'est valable chez Mitsubishi avec le Outlander, mais c'est aussi valable chez d'autres constructeurs automobiles. Il faut avoir une utilisation qui puisse convenir au fait de se recharger sur son lieu de travail ou chez soi. Donc clairement, si 90% de vos trajets, vous les faites sur des distances de 20, 30, 40, 50 km, c'est génial. En gros, vous rechargez sur votre lieu de travail ou chez vous, et là, vous allez
quasi jamais utiliser le moteur thermique du véhicule. Donc sur le papier, 0,8 litres, ça va peut-être être compliqué, sauf si vous faites 50-60 km par jour sur des petits trajets sans faire nécessairement de l'autoroute. Là, clairement, vous allez pouvoir faire un plein tous les peut-être 2000 km, 2500 km. Il faudra vraiment jouer le jeu de se recharger tout le temps. Dans les faits, c'est très compliqué, mais on peut arriver à descendre à des consommations moyennes de carburant dans les 4-5 litres sans trop de soucis. Le freinage, ça c'est un très bon point sur cette voiture. Je l'ai trouvé très mordant et ultra sécurisant. On a des disques ventilés sur les 4 roues de 350 mm et qui pour le coup font super bien le job. Le freinage, il est mordant avec une sensibilité de la pédale qui est très précise et il met en confiance tout de suite. Je vous assure que ça freine assez court pour un véhicule qui fait quand même 2,2 tonnes sur la balance. Ça, c'est un très bon point pour ceux qui veulent de la sécurité. Les aides à la conduite. Alors, j'ai trouvé à titre personnel qu'il y avait quand même des alertes sonores un petit peu perturbantes lors des premiers kilomètres, notamment lorsque vous êtes dans les centres-villes, entre la lecture des panneaux de signalisation, les alertes de survitesse, d'aide au maintien dans la voie, etc. Rapidement, on se met sur le bas-côté et puis on déconnecte ces aides. Alors, seul petit bémol, il y en a que vous pourrez déconnecter de manière définitive et d'autres, il faudra, à chaque fois que vous allez éteindre et rallumer votre véhicule, les désactiver une nouvelle fois. Ça, c'est un petit peu fastidieux, mais là aussi, les constructeurs sont contraints et forcés de mettre de série sur leur véhicule et d'office ce type de sécurité. Les reprises, elles sont hyper vigoureuses, j'ai trouvé. Et là, encore une fois, quand vous avez besoin de doubler un véhicule plus lent que vous pourrez le faire avec une facilité assez déconcertante. C'est pas un foudre de guerre non plus, mais 7 secondes 9 de 0 à 100 km/h avec des bonnes reprises, ça fait largement le boulot. Et quand vous achetez ce genre de véhicule, vous n'êtes pas dans l'attente d'avoir un comportement sportif, encore une fois. Et dernier point sur la partie de l'essai routier, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la visibilité qu'elle apporte. On a en fait une position très haute sur la deuxième rangée, assez haute sur les deux places à l'avant. Et du coup, on a cette sensation de dominer le capot du véhicule. Le pare-brise est assez haut. Pareil sur les fenêtres, elles tombent assez bas. Et ça, c'est hyper agréable, notamment lorsqu'on fait des manœuvres. Un agrément de conduite qui est au rendez-vous, un comportement routier qui n'est pas axé vers le sport, mais vers le confort, une bonne insonorisation, des consommations, si on joue le jeu de l'hybride rechargeable, qui sont forcément faibles, et j'insiste là-dessus, il faut jouer le jeu de l'hybride rechargeable. Des aides à la conduite qu'il faudra déconnecter pour certaines, pour ne pas avoir des alertes sonores intempestives. Des accélérations qui sont franches, de très bonnes reprises, un freinage ultra mordant et sécurisant, et un confort des sièges, surtout à l'avant, qui est on ne peut plus agréable, surtout lorsqu'on va commencer à faire des centaines, voire des milliers de kilomètres sur une journée ou plusieurs jours. Elle semble cocher pas mal de cases pour correctement se positionner dans son segment D, mais est-ce que pour autant elle a des chances de finir la première place dans son segment en 2025 ? Vous allez voir que rien n'est si sûr, mais ça, je vais vous y répondre de manière très précise dans quelques secondes. Il faut maintenant conclure l'essai de cette 4e génération du Mitsubishi Outlander PHEV. Alors, pas mal de défauts, vous allez voir. Déjà, le malus au poids, mais ça touche tous les SUV hybrides rechargeables en France en 2025. Et sur cet Outlander, c'est plus de 4 000 € quand même à débourser à l'immatriculation. C'est pas rien, c'est une somme assez conséquente. J'ai trouvé que le dessin du volant était un petit peu dépassé. Aujourd'hui, on est dans un monde où les habitacles sont de plus en plus épurés. Pourquoi ? Car vous avez maintenant des dalles numériques qui sont extrêmement larges sur la majorité des concurrents du Mitsubishi Outlander. Et du coup, les constructeurs ont bien compris que le volant était un des derniers éléments physiques qui apportait de l'esthétique dans l'habitacle. Et certains constructeurs, comme Mercedes d'ailleurs, l'ont bien compris. Le volume de coffre, il est un petit peu en deçà de ses concurrents, ça c'est dommage. On n'a pas de prise combo CCS, mais on a une prise CHAdeMO. Malheureusement, le CHAdeMO, c'est peu répandu en Europe. Pas de version 7 places sur l'Europe. Et j'ai noté aussi que sur le bas des contreportes, on avait des plastiques durs. C'est un petit peu dommage, à 64 000 €. Il n'y a rien à dire sur le reste de l'habitacle. Mais alors ça, pour le coup, je l'ai immédiatement noté. Beaucoup de qualité, heureusement. Déjà, le design, j'aime bien. Je trouve plus réussi que sur l'ancienne génération. Confort des sièges à l'avant.
J'ai beaucoup apprécié le confort des sièges avant. Là, vous pouvez enchaîner des milliers de kilomètres sans aucun souci. On a aussi une garantie 8 ans ou 160 000 km, c'est pas mal. Une autonomie en 100% électrique qui est assez correcte. On va dire que dans les faits, vous ferez 70-80 km réels en 100% électrique, ce qui est bien assez pour faire tous ces trajets quotidiens. C'est un SUV PHEV à transmission intégrale. Et ça, c'est un grand point, notamment pour ceux qui évoluent en montagne, parce que beaucoup de ses concurrents ne sont pas disponibles en version transmission intégrale. On a aussi un point qui est un des plus importants pour moi, c'est sans doute un des meilleurs, si ce n'est le meilleur rapport prix, équipement, puissance, autonomie sur le marché des hybrides rechargeables, des SUV du segment D. Faites le test et c'est celui qui présente le meilleur rapport sur ces éléments-ci. Et pour finir, qualité des matériaux, des assemblages. Celui-ci ne déroge pas à la règle et on est dans la droite lignée des anciens. C'est des véhicules qui durent, qui sont appréciés d'ailleurs par leurs propriétaires. C'est vrai que même si Mitsubishi est peu diffusé en France, il y a des pays comme les États-Unis où il y a beaucoup plus de ventes, les volumes sont beaucoup plus importants. C'est une des marques qui finit toujours dans le top 10 des constructeurs automobiles les plus fiables dans le monde. Est-ce que cette 4e génération a des chances dans un segment ultra concurrentiel en 2025 de s'imposer et de connaître les succès qu'elle a pu connaître dans les années 10, il y a à peine une dizaine d'années. Elle était à l'époque la première de sa catégorie certaines années. Est-ce qu'en 2025 elle va pouvoir réitérer cet exploit? Et surtout, est-ce qu'elle est cohérente dans ce segment D des SUV hybrides rechargeables? Alors j'ai pris plusieurs critères pour répondre à ces questions et le premier critère que j'ai pris, c'est le design. Sur le design, il y en a d'autres que je mets devant, comme le Hyundai Santa Fe, que je trouve quand même plus contemporain en termes de dessin. Il y a aussi le Skoda Kodiaq, qui est assez bien réussi. Je mettrais peut-être le BYD Sea-Doo DMI, qui est lui aussi assez moderne. Et je mettrais l'Outlander peut-être à la 4e position. Deuxième critère, les performances. 302 chevaux, c'est plus que tous ses concurrents. Le Honda CR-V, le Volkswagen Tayron, Skoda Kodiaq, BYD Sea-Doo DMI, le Kia Sorento et le Hyundai Santa Fe. Mais c'est moins que le Toyota RAV4 qui fait 306 chevaux et que le Mazda CX-60 avec ses 327 chevaux, donc il se situe clairement dans la fourchette haute en termes de puissance. Sur l'autonomie, 86 km. Il n'y en a que 2 qui font mieux. Le Skoda Kodiaq qui fait 123 km et le Volkswagen Tayron qui fait 125 km. Là aussi, il est dans la fourchette haute niveau autonomie. Sur le prix, il n'y en a que 2 qui sont moins chers. C'est le BYD Sea-Doo DMI qui est à partir de 34 990 € et le Toyota RAV4 à partir de 50 450 €. Mais il est moins cher que tous les autres. Il est dans une fourchette basse niveau tarif. Le seul gros concurrent, c'est le BYD Sea-Doo DMI. Mais il a quand même moins de puissance et moins d'autonomie en 100% électrique. Et le RAV4, il commence à dater niveau design et surtout, il a moins d'autonomie et si vous voulez le même niveau d'équipement, on va pas être très loin de celui-ci. Et sur le coffre, c'est là où il pêche un peu. C'est plus que le BYD Sea-Doo DMI, qui a le plus petit coffre de la catégorie, 425 litres. C'est mieux que le RAV4 avec 490 litres. Par contre, c'est moins que tous les autres. Tout en haut, le Kia Sorento qui a 898 litres et le Hyundai Santa Fe avec 985 litres. Fourchette basse en termes de volume de chargement, ça c'est clairement un de ses points faibles. Dans ces comparaisons, il y a plusieurs modèles que j'ai pas pris volontairement, notamment Peugeot 5008, parce qu'il a 7 places. Le Peugeot 3008, il est vraiment plus petit en termes d'habitabilité. Et j'ai pas pris les premiums allemands. Parce que là, on n'est pas du tout dans la même catégorie en termes de finition, de présentation intérieure et surtout de tarifs. C'est largement au-dessus. Est-ce qu'il va pouvoir s'imposer en 2025? Alors, vous le savez peut-être pas, mais un de ses concurrents, c'est le Toyota RAV4, qui est un des véhicules, toutes catégories confondues, les plus vendus dans le monde. De mémoire, il doit être à la 3e ou 4e place. En première place, c'est la Big Battle entre la Toyota Corolla et le Tesla Model Y. Et vient ensuite le Toyota RAV4. Donc il va avoir du mal à le dépasser, clairement, il ne faut pas se leurrer. Il a aussi fort à faire avec BYD, qui commence à énormément vendre de véhicules en France, même si c'est un petit peu confidentiel pour l'instant, mais dans le reste du monde, surtout en Asie. Et puis, il y a bien sûr Volkswagen et Skoda, qui se vendent très bien avec des volumes extrêmement importants. Mais si je me concentre sur la France, le podium, il va peut-être pas l'atteindre parce que peut-être que Mitsubishi n'est pas assez les moyens en termes de communication pour le mettre en avant. En tout cas, c'est un véhicule qui tend, qui mériterait surtout de se faire davantage connaître, tant ses qualités sont présentes. Je pense qu'il va faire le top 5 de sa catégorie. Ça, il en a les moyens. En revanche, le top 3, je ne sais pas si c'est leur ambition, mais il va avoir un petit peu plus de mal. Non pas qu'il n'a pas les qualités,
parce qu'il a largement les qualités, notamment pour moi, là où il met tout le monde d'accord, c'est sur son rapport prix, équipement, autonomie, puissance, où là, clairement, vérifiez par vous-même, hein. C'est lui qui est en premier. C'est quand même des critères qui sont plutôt importants, les 4 que je viens de citer. Un produit qui est selon moi bien né, qui va avoir du mal à connaître le succès qu'il a connu il y a une dizaine d'années en France, où là, il trônait à la première place de son segment, loin devant les autres, parce que les autres, en fait, n'existaient pas, pour la plupart, et ont mis du temps à réagir. Donc il ne connaîtra pas ce succès d'antan, ça c'est une certitude. En tout cas, le top 5, selon moi, il est pour lui. On verra si à la fin de l'année 2025, j'ai raison ou tort. Mais je pense pas prendre trop de risques en disant ça. Mais un véhicule qui m'a surpris. On en parle peu de Mitsubishi et pourtant, hein, ils ont beaucoup de qualités à mettre en avant. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous êtes d'accord avec moi sur ce classement qui, je pense, est assez objectif de ma part. J'espère que cet essai vous a plu, les amis. N'oubliez pas qu'il y a une offre dans le réseau Eden Auto. Pour 1 € de plus, si vous achetez un Mitsubishi Outlander, vous avez un voyage au Japon d'une valeur de 4 500 €. Faut quand même en profiter, ça c'est intéressant quand même comme offre. Je vous ai mis en description de la vidéo le lien pour accéder à ces offres dans le réseau Eden Auto partenaire. Sur YouTube, abonnez-vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est super important. Et activez cette cloche de notification, comme ça vous serez au courant dès que je poste une vidéo sur YouTube. J'en poste pas beaucoup, hein, c'est une fois par semaine, tous les vendredis à 17 h. Et mettez-moi un pouce bleu, ça m'aide énormément dans le référencement des vidéos et ça me permet de vous proposer de plus en plus de vidéos sur cette chaîne Le Vendeur Automobile. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao. I've been thinking about your love tonight. 2 hearts gonna make our worlds collide, baby. I just wanna be the one to treat you right. 2-step in me, baby, slide, slide.